L'idée, c'est ça. C'est comment faire en sorte que notre énergie à nous soit démultipliée pour aller chercher de l'énergie de plein d'autres gens qui ensuite va s'investir ou être investi dans n'importe quelle autre cause tant que c'est une bonne cause. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous le répétez? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour! Aujourd'hui, je reçois Jérémy Mani et Yves Delnat, les cofondateurs d'Altrui, un réseau social altruiste qui a de grandes ambitions portées par une utopie assumée. Si le moine bouddhiste Mathieu Ricard a participé à remettre au goût du jour l'altruisme avec son plaidoyer, mes invités entendent bien en faire une valeur contagieuse et virale. Ils se sont donné 1000 jours pour réussir leur pari. À l'approche du premier anniversaire du lancement du projet, je vous embarque dans la tête et les souliers d'entrepreneurs de mes invités. Bonne écoute! Bonjour Jérémy Mani et bonjour Yves Delnat. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs d'Altrui, qui est à la fois un réseau social et une application mobile, sans but lucratif, de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Alors je vais vous présenter rapidement pour qu'on comprenne un petit peu votre cheminement. Yves, tu es ingénieur d'affaires en produits et services informatiques de formation. Sans surprise, tu as fait toute ta carrière dans le digital et après avoir dirigé la start-up Inea, qui accompagne la transformation numérique des entreprises, tu es à présent consultant indépendant. Côté bénévolat, tu as longtemps été impliqué dans la commission innovation du Rotary International. Tu es actuellement administrateur de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Tu sièges également au CA de Esplanade Québec et tu es président de Bleu Blanc Tech, la French Tech de Montréal. Jérémy, tu as été formé au management à HEC Paris. Tu as débuté ta carrière en 2000 en cofondant Directinet, pionnier de l'email marketing. Par la suite, tu as dirigé pendant 10 ans une boîte spécialisée dans le social media et le content management. Et tu es actuellement CEO de la filiale canadienne de WebHelp, une entreprise d'externalisation de la gestion de l'expérience client. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous pitcher votre projet et nous expliquer son fonctionnement ? Alors, qui se lance ? Vas-y, Jérémy, tu le fais très bien. Lance. Très bien. Il faut toujours commencer par le why, paraît-il. Alors, on peut commencer par ça. La raison d'être d'Altrui, c'est de créer des vocations de bénévoles. On est parti du principe que, si on reste en France uniquement, il y a des millions de gens qui donnent 1 heure de leur temps jusqu'à toute leur vie, mais que ça serait encore mieux si on était quelques millions de plus et si tous les gens pouvaient réussir à rajouter quelques minutes chaque semaine. Ça ferait du bien à l'ensemble des causes qui existent. Donc ça, c'est le point de départ. Et la façon dont on essaye de créer ces vocations, c'est par le mimétisme social. C'est en essayant de promouvoir les contenus, les récits inspirants, altruistes, ceux qui donnent envie d'agir. Et ça passe par un réseau social qui s'appelle Altrui, qu'on peut retrouver sur une application mobile ou sur altrui.com, qui va rassembler via la communauté de gens qu'on a constitué plutôt, des contenus. Ça peut être des photos, des vidéos, des articles essentiellement, de gens qui agissent. On les rassemble et on les repartage. C'est surtout ça l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que je vois quelque chose qui m'inspire, qui me touche, je le repartage à mes propres amis sur mon compte Facebook, sur WhatsApp, par email, j'en parle autour de la machine à café, peu importe, en espérant que derrière, on ait planté des graines d'altruisme dans la tête des gens et qui se disent « Waouh, il y a tous ces gens qui agissent au quotidien, pourquoi pas moi ?» L'idée motrice, en fait, c'est d'utiliser la force des réseaux sociaux pour promouvoir tous les articles qui existent sur le web et partout sur le net dès qu'on en trouve. Et par l'utilisation d'Altrui, on peut se voir Altrui comme un hygiaphone qui permet de décupler la portée de ces articles. Et on est persuadé avec Jérémy, et notre pari c'est celui-là, c'est que par mimétisme social, on peut aller plus loin et on peut rendre les gens meilleurs. Si on donne de l'argent à un feu rouge à une personne, on peut être sûr que les personnes derrière vont faire la même chose. Et on est persuadé qu'en lisant des choses inspirantes, on peut rendre le monde meilleur. C'est une belle promesse, ça, non ? Oui. Quelle a été l'étincelle du démarrage ? Parce que la plateforme est sortie en 2021, donc on était encore en pleine pandémie. Est-ce que c'est la crise du Covid qui vous a un petit peu poussé à l'action ou quelle a été la bougie d'allumage ?
Ça remonte à bien avant ça. Après, on a eu des parcours en parallèle, Yves et moi, puis on a fini par se croiser et plus se séparer pour mener ça à bien. Yves racontera peut-être son étincelle à lui, mais la mienne, c'est la lecture d'un livre. Déjà, et là on parle de milieu des années 2010, donc peut-être 2015, 2016, un livre de Mathieu Ricard qui s'appelle Plaidoyer pour l'altruisme, qu'on m'avait offert, qui est un gros pavé qui est resté sur ma table de chevet pendant longtemps avant que je daigne l'ouvrir. Et puis quand j'ai finalement passé le pas et que je l'ai lu, ça a été une révélation. C'était vraiment quelque chose d'assez intéressant pour moi, et ça faisait écho à ma carrière de l'époque où j'ai dirigé une entreprise spécialisée dans la modération de contenu, c'est-à-dire on était spécialiste de tout ce qui est haine en ligne et comment retirer la haine en ligne sur les médias et les grandes marques francophones. Et donc il y a cette notion de tout le mauvais web qu'on pouvait voir, tous les haters dont on parle au quotidien. Et il y avait vraiment quelque chose en écho là, la capacité d'aider les gens et d'être altruiste de l'autre côté, qui faisait écho à mon travail professionnel, qui est de dire comment on met ça sous le tapis pour pas que ça se voit. Donc l'idée de mélanger les deux sujets et de s'appuyer sur un réseau social pour promouvoir non plus les mots haineux, mais au contraire les mots bénéfiques et positifs et altruistes, c'est là d'où c'est venu. La graine était plantée dans ma tête à cette époque-là. Puis il a fallu le temps, et c'est vrai, tu as cité le Covid. Le Covid a permis, on va dire, d'accélérer les choses, de donner plus de temps pour pouvoir lancer cette opération-là. En plus, dans un contexte où, à titre personnel, j'avais revendu mon entreprise, j'avais plus de temps et de fonds pour le faire. Et c'est très rapidement après que j'ai rencontré Yves, qui était sur un cheminement de pensée que je laisse développer, mais assez similaire. Donc on s'est associé, entre guillemets, si on peut parler d'association, pour une association sans but lucratif, justement. C'est vrai que l'étincelle de départ, c'est quand même Jérémy par rapport au positionnement d'Altrui. Moi, je l'ai rejoint en tant que fournisseur et un mélange des idées qu'on avait ensemble. Moi-même, je voulais créer un réseau social lié au fait que si on fait une action et que si on arrête de fumer, si on va aider quelqu'un, si on nettoie une plage, on le partage et on fait venir d'autres personnes qui vont venir nous aider. Et l'effet de groupe fait que ça marche et qu'il y a des répercussions partout dans le monde, un peu comme un autre podcast que tu as interviewé avec Stanislas, où il crée l'association pour la levée de fonds des donations universelles. J'ai oublié le nom, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que cet effet de groupe, c'est le fait de le faire savoir, fait que ça fait des petits et derrière tout le monde s'engage. Et donc du coup, j'avais travaillé là-dessus. Jérémy avait bien avancé sur le sujet Altrui. On a mélangé les idées pour faire naître ce réseau social. Et aujourd'hui, on en est là. Puis je pense qu'on parlera des chiffres tout à l'heure. Vous êtes rencontrés à Montréal? Tout à fait. Oui. On l'a pas précisé, on est français tous les deux, parisiens pour ma part. Et lillois pour ma part, et c'est vrai que j'ai le même parcours entrepreneur, donc tu l'as cité tout à l'heure, j'ai plusieurs entreprises, mais je suis aussi business angel, donc c'est pas de la philanthropie, on a fait la différence tout à l'heure en parlant avant l'émission, mais c'est vrai que voilà, accompagner les sociétés, penser comme une start-up, repenser son modèle continuellement, c'est pour moi ça la vérité dans une start-up, et on gère aujourd'hui Altrui comme une start-up, c'est pour ça qu'on pense qu'on peut aller plus vite et plus loin. C'est quoi votre définition de l'altruisme ? On peut faire un joker. Non, je dis ça parce que Mathieu Ricard en parle peut-être sur 900 pages dans son livre, et j'aurais pas la prétention de pouvoir résumer ça en 2 phrases. En plus, on se rend compte quand on creuse le sujet, et là je redeviens un peu sérieux, c'est que en fonction du temps, des époques, la notion a un peu évolué. Si je devais me lancer quand même dans une phrase, mais pardon par avance à tous ceux qui trouveront que c'est un parjure, l'altruisme, c'est la notion c'est l'inclinaison que l'on a à agir en tenant compte du bien d'autrui, et donc pas exclusivement le sien. J'ai essayé de ne pas tomber dans le négatif, mais c'est quasiment l'inverse de l'égoïsme. Alors je crois que Mathieu Ricard détesterait que je parle de ça, parce que l'altruisme doit pouvoir se définir par lui-même et non pas en opposition à l'égoïsme, mais néanmoins, quand on veut résumer, c'est tout l'inverse d'être égoïste, tout simplement. Et c'est aussi surtout qu'on n'attend rien en retour lorsqu'on donne quelque chose. C'est peut-être en complément de ce que tu viens de dire. Tout à fait. Donc ça, c'était votre point de départ, de penser que l'altruisme, c'est la valeur partagée par tous ceux qui aspirent à changer d'époque. Ensuite, le pari, vous en avez parlé un petit peu en introduction, c'est le mimétisme social. Plus on est confronté à des actes ou des récits altruistes, plus on le devient soi-même. Donc c'est un pari qui se fonde sur une intuition. Sur une intuition, puis quand même sur un certain nombre d'études, on le sait que on est une espèce, l'être humain est une espèce sociale, le mimétisme social a joué dans beaucoup de choses, on le voit tous au quotidien. Si dans notre quartier il y a 3, 4, 5 personnes qui se mettent à trier leurs déchets et mettre les poubelles séparées devant la porte, les autres vont être tentés de faire un peu la même chose. On n'a pas envie d'être le seul. Je prends souvent l'exemple à la plage, quand une plage le soir et que tout le monde repart et qu'il n'y a pas un papier qui traîne,
vous n'allez pas être le seul qui a laissé vos ordures et donc vous faites pareil. Et ça marche dans les deux sens, heureusement ou hélas. Donc il y a plus d'efforts à faire pour promouvoir l'altruisme positif. On est tous plus liés à l'émotion quand il y a des choses haineuses, négatives. Voilà, on va forcément plus buzzer sur les réseaux sociaux, par exemple, cliquer, liker, partager des choses qui nous font peur ou qui nous indignent. Mais on pense qu'avec un peu d'effort, on doit pouvoir aussi réussir à faire partager les choses qui nous touchent positivement et qui nous inspirent. À force de lire des choses bien, on devient meilleur. Et l'autre exemple pour illustrer, c'est que des amis de ma fille ont à force de lire Altrui, des articles sur Altrui, on crée une maraude à Noël pour collecter des couvertures, des gants, des vêtements pour donner à tous les SDF qui étaient autour dans le quartier. Et c'est vrai que ça les a inspirés parce qu'ils ont lu des articles qui corroboraient à cette démarche. Et ils l'ont fait ensemble à partir de là. Donc si ça marche à ce niveau-là pour des adolescents, et ça marche aussi pour nettoyer sur une plage, et ça fonctionne aussi pour d'autres actions à plus grande échelle, on peut rassembler toutes ces initiatives inspirantes et devenir vraiment finalement un monde encore meilleur. Une ambition également qui définit votre projet, c'est de créer une dynamique en fédérant tous ceux qui sont persuadés qu'une société plus altruiste saura mieux faire face aux défis de notre siècle. Est-ce que vous pensez que la mise en place d'un réseau social suffit à créer cette dynamique ? Ça ne suffit pas, ça y contribue. Je pense que c'est un bon point de départ. Si on arrive à fédérer toutes ces démarches, toutes ces associations, toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, on aura déjà fait notre part, pour reprendre l'image du colibri, mais ça ne suffit pas forcément. Mais on ne va pas s'arrêter, je pense, à un simple réseau social. Je pense qu'on va faire aussi des démarches, on va faire des rencontres, on va faire des salons. Les podcasts sont très bien faits avec toi, donc le créneau est déjà pris, mais on peut faire tellement de choses pour faire savoir des actions qui se réalisent. Que le début d'une aventure. Aujourd'hui, on en reparlera, on s'est donné 1000 jours pour faire quelque chose, pour faire bouger les choses. Altrui est le départ et le média social qui permet de rassembler, mais on ne va pas s'arrêter là avec Jérémy. On a une force quand même exceptionnelle, la chance exceptionnelle de vivre dans une époque où on n'a plus besoin d'être tous dans la même pièce pour pouvoir agir en commun. Et les réseaux sociaux sont des outils qui permettent de, par définition, mettre en relation des gens qui sont physiquement présents comme Yves et moi à Montréal avec d'autres qui sont en Belgique, en Suisse, en Afrique francophone, n'importe où dans le monde et qui ont envie de faire ces actes-là. Donc on s'appuie sur l'outil qui est réseau social, même si on est conscient qu'il est connoté négativement par ailleurs, mais il est quand même très puissant. Et tout l'enjeu, mais c'est le pari, c'est l'ambition, c'est de faire en sorte que cet outil puisse servir la cause de mettre en relation les gens et de fédérer, c'est le mot-clé, fédérer tous ceux qui agissent de leur côté et qui, s'ils agissaient ensemble, auraient encore plus de répercussions dans leurs actions. Moi, je trouve qu'altruisme, ça s'apparente un peu à une performance sociale. Il y a cette idée de mettre en scène une forme d'expérimentation, en même temps d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche et aussi de transgresser un petit peu la norme des réseaux sociaux. Vous prenez un petit peu le contre-pied des médias traditionnels, pour ne pas les citer, mais on ne peut pas liker ou relayer un contenu sur votre plateforme sans l'avoir consommé. Ça, on sait que c'est un vrai fléau sur les médias sociaux. Il n'y a pas de notification, pas d'algorithme, pas de commerce de données personnelles. On est plus sur ce que j'appellerais du community branding que du personal branding, qui est très présent sur le reste des plateformes. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'inspire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre charte éditoriale et du type de contenu qu'on peut y trouver ? Oui, aujourd'hui, on est ouvert à toutes les causes et contenus inspirants. Et donc, ce qu'on demande aux membres, on peut peut-être préciser que n'importe qui s'inscrit aujourd'hui sur Altrui peut soumettre au reste de la communauté un contenu qui va être un lien déjà présent sur Internet. Donc il y a déjà un filtre qu'il faut que ça soit déjà publié. Ça évite que chacun publie ses photos de vacances, ses propres récits. Il y a probablement que dans le lot, il y aurait des choses très positives, inspirantes et intéressantes, mais aussi probablement, hélas, des choses moins pertinentes, moins bien écrites, moins qualitatives. Donc on a ce premier filtre-là qu'il faut que ça ait déjà été validé, soit par une rédaction, soit prépublié sur un blog qui montre déjà un effort. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, il faut que ça soit positif, inspirant, que ça donne envie d'agir, que ça soit quelque chose qui apporte une valeur éditoriale forte à celui qui le lit. Mais si on prend l'exemple on va prendre un exemple concret. Si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine, la guerre c'est pas beau, ok, cette phrase est dite, je la regretterai probablement toute ma vie. Mais une fois que j'ai dit ça, l'idée c'est quoi ? C'est que même sur Altrui on peut en parler, même si c'est négatif, on va l'aborder nous sous l'angle des choses positives qui se passent à l'intérieur de ce conflit. Donc la solidarité, l'entraide qu'il peut y avoir entre pays ou tout simplement des gens qui
recueillent des familles ukrainiennes chez eux. Ça peut être aussi lié aux animaux. On a vu des articles liés au fait que même les animaux abandonnés en Ukraine trouvaient des causes, des associations plutôt des ONG qui venaient les aider. En fait, on se rend compte que quand on creuse, il y a de multiples choses positives, et j'ai un peu honte d'utiliser ce terme, mais au sein d'un conflit qui est massivement négatif. Et nous, notre angle à nous, c'est de tourner ça, toutes ces problématiques sous l'angle de comment les êtres humains agissent par solidarité et en s'entraidant et créer cette source d'inspiration. Alors, c'est assez vague, c'est assez large pour qu'on puisse parler d'à peu près tous les sujets. On va juste éviter les choses négatives. Donc, réchauffement climatique, si c'est pour se plaindre de la canicule, ça n'a pas sa place sur Altrui. Vous pouvez trouver ça dans tous les autres médias. Nous, on n'est pas un média. Mais par contre, quand il y a de la solidarité, quand il y a des astuces pour essayer de mieux vivre ça, c'est le bienvenu. La modération, justement, sur la plateforme, elle est faite par des bénévoles. Donc la modération, il n'y a pas d'algorithme pour ça actuellement sur la plateforme. La modération est faite par des personnes qui sont eux-mêmes sur le réseau social. Ils sont tirés au sort par rapport à certaines thématiques pour justement valider, donner une note, et ils sont un certain nombre à devoir valider selon les thématiques sur le site internet. Donc au fur et à mesure, les articles s'auto-alimentent et s'auto-modèrent. On peut aussi bien sûr agir dessus, mais c'est vrai qu'ils peuvent donner une note et valider l'article pour qu'il puisse être publié directement sur le site. Et ça, c'est de la modération intelligente qu'on a mis en place par l'aspect réseau social. C'est l'idée d'avoir une sorte d'intelligence collective par la communauté. C'est pas, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, et je connais bien le principe, une personne, un modérateur qui valide un contenu, oui, non. C'est 5, 10, 15, 20, selon le nombre de personnes qu'on a connectées au même moment, qui se penchent en avant-première sur un contenu qui, lui, n'est pas prépublié, il est en attente de modération. Et s'il y a une majorité ou plus de gens qui disent « ça a sa place sur Altrui », on considère que ça a sa place. C'est pas nous, Yves, moi, qui décidons ça passe, ça passe pas. C'est un échantillon aléatoire de la communauté qui, avant tous les autres, prend connaissance du contenu et qui dit je trouve que ça a sa place, ça ne dénote pas parmi les autres aspects qui sont présentés sur Altrui. Et là, du coup, ça devient public et donc visible de tous les autres membres de la communauté. Et pour être modérateur, les personnes doivent valider la charte, la lire, accepter un onboarding par rapport à cette modération. Une fois qu'ils ont validé ça, ils deviennent modérateurs et on leur soumet régulièrement des articles. Toi-même, tu peux devenir modérateur et donner ton avis sur les articles ou ne pas publier. Il y a toujours une vérification de voir si l'article existe, s'il y a une polémique dessus. Il ne faut pas qu'il soit mièvre et répondre à la charte éditoriale. Ça, c'est très important. Et pour répondre à ta première question par rapport à d'autres réseaux sociaux qui sont plus connus, il y a peu de temps, on a fait un petit buzz aussi sur Altrui, où l'IFOP avait publié un énorme article qui disait qu'au bout des 20 ans de ce réseau social-là, les gens se lassaient, n'avaient plus envie d'y aller. Et la conclusion de cet article était « Et si l'alternative était Altrui ?» Et nous, c'était la belle surprise ce jour-là où on a eu beaucoup d'appels et beaucoup de personnes qui se sont inscrites et on ne savait pas d'où ça venait. Donc on a compris à l'issue de cet article. Mais on aime bien se mettre des bâtons dans les roues visiblement parce que la modération sous cet angle-là, elle est beaucoup plus compliquée. C'est bien sûr plus simple d'avoir un seul modérateur qui lit un contenu et le contenu serait publié immédiatement, voire comme sur d'autres réseaux, de le publier automatiquement et puis de le retirer éventuellement si on nous le signale. Donc on se complexifie la vie parce que ça demande d'avoir beaucoup de modérateurs pour un contenu. Et c'est pareil avec les likes que tu évoquais. Le fait de devoir forcer, entre guillemets, les gens à lire le contenu avant de le liker, nous, ça nous a semblé une évidence, mais ça veut dire qu'on a mécaniquement beaucoup moins de likes facialement quand quelqu'un se connecte. Le premier réflexe, c'est de dire « Oh, mais il n'y a pas beaucoup de likes sur ce contenu. Il y en a peut-être 10, 20, 30. » Ouais, mais c'est 20, 30 qui l'ont réellement lu. Parce qu'on pourrait en avoir 3 fois plus. Et il suffirait de débloquer ça et les gens, on sait comment ça fonctionne, like juste parce qu'ils trouvent que le titre est bien et que l'image est belle et ils n'ont même pas pris connaissance. C'est pas ce que nous, on recherche. C'est pareil d'ailleurs sur un certain nombre de fonctionnalités d'Altrui où on cherche plutôt la qualité que la quantité. Et tu as raison, je pense qu'une des évolutions aussi, ce serait pouvoir permettre aux personnes qui sont sur le réseau social de pouvoir écrire leurs propres articles. On a des demandes à ce niveau-là, au niveau du support. Donc ce sera peut-être une évolution future. On est en train de réfléchir à ça pour essayer d'éviter que ce soit toujours des articles repris et qui existent déjà sur Internet. Donc on sert de digiaphone. Mais si les personnes veulent écrire comme sur d'autres réseaux sociaux qu'on connaît, ça peut être une évolution assez intéressante. Ouais, proposer du contenu natif directement sur votre plateforme. Pourquoi pas. Parlez-nous un petit peu des catégories que vous avez déterminées pour classer ce contenu. Je crois qu'il y en a 6. Il y en a 6, effectivement. On ne voulait pas classer en catégories de type écologie, biodiversité, défense de la cause animale, qui sont des thématiques qui sont dans les faits abordées, bien évidemment, sur Altrui, mais c'est pas cette
cet angle-là qu'on voulait avoir. Donc on a 6 angles qui vont de alerter à comprendre en passant par agir, applaudir, s'épanouir et témoigner. Voilà, j'ai cité les 6, qui permettent de rentrer plus sur une logique. Donc témoigner, on va vraiment avoir des vidéos de bénévoles ou des associations sur le terrain, des ONG sur le terrain qui expliquent leurs problématiques concrètes. S'épanouir, on va plutôt être dans la logique de comment soi-même on peut se sentir mieux pour mieux aider les autres. C'est toujours l'idée d'être recentré sur soi, mais pour pouvoir ensuite être plus à l'aise pour aider les autres. Agir, comme son nom l'indique, c'est vraiment des appels à l'action. Ça va être des choses, c'est vrai qu'à la fin du contenu, on se dit, bon voilà, moi aussi je peux peut-être faire quelque chose. Et puis il y a une catégorie notamment qui s'appelle applaudir, où finalement on n'a rien d'autre à faire que applaudir. Bravo, quelqu'un a sauvé la vie d'un autre. C'est relaté dans un journal, c'est peut-être publié dans un article particulier d'un média local ou pas local d'ailleurs, peu importe. On a juste envie d'applaudir à ce moment-là et on le partage en disant, mais regardez, on va passer 3 semaines sur le procès de quelqu'un qui a tué un autre, et quand quelqu'un sauve la vie d'une autre personne, c'est à peine s'il a une micropage dans la presse locale. Donc nous on essaye de contrebalancer ça et on invite les gens à l'applaudir, à partager et à montrer qu'il y a aussi des gens très bien qui peuvent risquer leur vie pour en sauver d'autres. Au-delà de ça, au-delà des 6 mots-clés, on a aussi possibilité de taguer par thématique, bien entendu, et retrouver après, si on n'est plus ça même à suivre la condition animale, la condition des animaux, ou le bien-être des aînés, ou l'engagement des femmes dans certaines associations, ou on peut taguer vraiment l'inclusion des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, le sondage IFOP qu'on a mené pour savoir quelles étaient les causes les plus recherchées chez les Français était justement les violences faites aux femmes, les conditions de vie des aînés et le bien-être animal. C'était les 3 catégories qui étaient sorties en avant, qui étaient attendues et sur lesquelles les Français voulaient s'engager. Ah oui, c'est un sondage qui date de mars, fin mars, c'est ça? C'est mars, et publié en l'environnement, la transition écologique, ça... paradoxalement, c'est ce qui nous a choqué dans cette étude-là, c'est qu'on en parle beaucoup. Alors il y a toute l'étude porte sur les clashs entre générations, et on se rend compte, on va pointer du doigt personne, mais qu'il y a certaines générations qui sont très sensibles à ça, et puis d'autres qui s'en fichent un peu réellement. Alors j'exagère peut-être, mais en tout cas qui mettent ça tout à la fin des catégories. On avait je crois 16 grandes causes. J'en ai cité quelques-unes, on ne peut pas toutes les citer, mais ça va de l'insertion des personnes en situation de handicap, le LGBT, la biodiversité, le monde animal, l'écologie en fait partie bien évidemment. Il y en a pas mal. L'insertion des jeunes, la précarité, des inégalités sociales, etc. Bref, il y a 16 causes qui sont toutes parfaitement légitimes, et on a demandé à un échantillon aléatoire de Français, enfin c'est plutôt via l'IFOP qui fait ça très bien avec sa méthodologie, quelles sont les causes, si vous aviez le temps et l'argent pour le faire, que vous souhaiteriez de façon certaine soutenir. Et voilà, on voit que l'écologie finalement est plus quelque chose qui arrive en milieu de tableau, avec un peu plus fort, un peu plus haut pour ceux qui ont moins de 30 ans, et parfois tout en bas pour ceux qui sont à la retraite. Ça c'est un vrai sujet, on en parle parfois un peu dans les médias, nous on a voulu un peu alerter là-dessus, on aurait peut-être pu mieux le faire, on n'est pas encore assez connu peut-être pour que ça ait été diffusé dans tous les médias, mais il y a un vrai enjeu parce que il y a un travail qui est à faire en fonction de génération par génération. C'est une chose de parler d'écologie par exemple pour le réchauffement climatique, mais probablement qu'il faut le faire différemment selon les gens à qui on s'adresse pour que ça ait plus d'impact. Ce qui est intéressant dans le sondage aussi, c'est que 34% des personnes voulaient se recentrer avec la crise de Covid et la crise de la guerre en Ukraine, voulaient se recentrer sur le cercle familial, partir en voyage justement, essayer de ne pas être embarqué dans tous ces lectures anxiogènes de tout ça, et avec conscience de l'importance des associations, mais pour autant ne souhaitaient pas s'engager pour 20% d'entre eux. Donc ça nous a vraiment été un révélateur de là où on voulait aller, les causes qu'il fallait mettre en avant et quel était le public à toucher, parce que c'est vrai qu'entre les 18, 29 ans et les 30, 44 ans, les engagements n'étaient pas les mêmes. Vous êtes tout à fait conscient du caractère utopique du projet. Est-ce qu'on doit en déduire que vous êtes plutôt des utopistes de l'altruisme ou des défenseurs de l'altruisme efficace? J'adore la réponse de Jérémy là-dessus, regarde, écoute-le. Ça met la pression là-dessus. Parce que tu commences toujours par, dans ce cas-là, on est beaucoup d'utopistes. Oui, il y a des millions d'utopistes qui donnent de leur temps ou de l'argent à d'autres. On est conscient. Alors, il y a le projet en lui-même, pour répondre très concrètement à la question. Le projet en lui-même de monter un réseau social sans but lucratif, sans argent, parce qu'on n'a pas les millions d'un Facebook, Twitter, Instagram et les autres, donc quasiment sans communication, on sait très bien, et on est honnête là-dessus, que la probabilité de succès
elle est faible. Alors encore faut-il définir ce que sera le succès de cette opération-là, mais on ne s'attend pas à ce qu'un jour on ait des dizaines de millions de membres actifs tous les jours, comme peut l'être aujourd'hui un Facebook, comme le fait très bien. Néanmoins, on pensait qu'il fallait le faire quand même, et c'est pas forcément de l'utopie. Yves et moi, on vient du monde de l'entreprise. On a dirigé ou on dirige des entreprises depuis plus de 20 ans, chacun de nos côtés, qui ont normalement toutes eu du succès. On sait ce que c'est que recruter des gens, gagner du chiffre d'affaires, faire du chiffre d'affaires, gagner des clients. Là, dans ce projet-là, on a des convictions personnelles, en effet, qui disent qu'il faut le tenter. On est à un stade de nos vies où on a eu suffisamment de succès dans nos vies personnelles et professionnelles pour se dire, là, il y a des choses qu'on peut se permettre de tenter qui sont un peu en dehors des clous. Et c'est pas grave si la chance de succès est faible, voire très très faible. On est conscient, mais c'est aussi un état d'esprit, que si on lance ça, eh ben on va voir où ça nous mène. Et pour l'instant, on est plutôt content parce qu'on lance des choses et on voit qu'on fait des rencontres comme celle d'aujourd'hui où on discute ensemble, on ne se serait pas connu sinon, et d'autres jusqu'à Mathieu Ricard. Et chaque rencontre est porteuse d'un pas en plus qui nous fait avancer vers cette cause-là, si je peux le dire, de porter l'altruisme un petit peu plus au cœur de l'actualité. Donc voilà, on fonce, on voit, on construit le pont sans exactement savoir où est l'autre rive en face, mais on avance et on n'a pas trop peur d'avancer un peu dans l'inconnu parfois. Et au-delà des millions d'utopistes qui sont peut-être derrière nous, on a aussi 25 ambassadeurs qui sont les premiers utopistes à croire en nous et à croire en ce projet. Le premier a été Mathieu Ricard, aussi par Zoom au départ. Je sais pas si tu te rappelles, Jérémy, où il était dans une voiture à distance. Et après, on l'a rencontré en vrai ici à Montréal, où il nous a accueillis. Il a salué d'ailleurs pendant cette conférence ses amis d'Altrui en étant sur scène. Donc ça a été une reconnaissance et une rencontre incroyable pour nous. Derrière, il y a toutes les personnes comme Frédéric Bedos du projet Imagine. On a Ludovic Dujardin, le créateur de Petit Bambou. On a Laurent Gounel, le romancier. On a Daniel Henkel ici au Québec, qui est une personne très suivie aussi. Thierry Marx, Michael Jérémias, Tristan Lecomte, Sophie Nunzati. Toutes ces personnes qui sont aussi tous utopistes avec nous. Donc finalement, on aime bien être. Voilà, et on va avoir des emails là parce qu'on les a pas tous cités et il y en a qui vont se vexer. Donc bravo. Non, donc pour répondre vraiment à la question, oui, c'est une utopie parce que évidemment, on est conscient que lancer comme ça un projet, il y a très peu de chances de succès. Néanmoins, il y aurait eu 0 chance de succès si on s'était pas lancé. Donc voilà, on essaye, on voit ce que ça donne et puis on peut avoir que des bonnes surprises parce que nous, on n'a rien à perdre en tout cas, Yves et moi. On fait pas ça pour nos égos personnels, je crois pas, j'espère pas en tout cas. On fait ça pour que les choses bougent. Et tant que ça bouge, alors après jusqu'où ça ira, on ne sait pas. Puis ça n'existait pas. Il fallait quelque chose de différent. Et quand on voit des jeunes générations qui disent ça fait du bien de lire ces articles, et encore cet été, ça motive. Oui. Alors c'était pas altruiste de ma part, mais c'était une grosse satisfaction d'entendre des jeunes dire waouh, ça fait du bien de lire ça, ça fait du bien d'enchaîner des choses qui sont positives. Du coup, je vais faire un break sur les autres réseaux sociaux. Voilà, là c'était une satisfaction personnelle et dans mes KPI, ce jour-là, j'étais heureux. Mon conjoint il me dit toujours il faut 3 choses positives pour contrer une chose négative. Oui, c'est très probable, oui, c'est très probable. Espérons que les nouvelles positives se répandent plus vite que les nouvelles négatives. Parlez-moi un petit peu de votre mécanique de croissance derrière Altrui. Quelle est votre stratégie en matière d'acquisition, d'activation, de rétention et de recommandation ? Le maître mot, c'est pragmatisme. Parce que quand on arrive et qu'on se lance, alors chacun pourra juger, vous allez sur altrui.com, vous allez sur l'application Altrui, il y a ce que vous voyez, ça nous semble relativement professionnel, relativement costaud. Néanmoins, une fois que c'est comme avoir une belle voiture, on va dire, mais une belle voiture qui n'a pas d'essence, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, on va parler de l'essence, de qu'est-ce qui nous permet d'avancer. Et au début, quand on n'a pas beaucoup d'argent pour faire le plein, on prend tout ce qu'on trouve pour nous faire avancer. On a bien sûr bénéficié d'un côté presse au départ, qui était, il y a eu un effet curiosité. Qu'est-ce que sont que ces 2 entrepreneurs qui se lancent dans un réseau social soutenu par Mathieu Ricard et l'ensemble des gens qu'il va citer. Ça a créé un peu de curiosité. On a eu un bel article dans Le Monde, sur le plateau TV5, etc. Ça permet d'avoir relativement rapidement des premiers membres. La difficulté qu'on voit derrière, et on s'en est vite rendu compte, c'est que ce sont des membres qui ne correspondent pas tout à fait à la cible d'âge qu'on vise en priorité. C'est-à-dire, je ne veux pas injurier qui que ce soit, mais en général, ceux qui lisent Le Monde ou qui regardent TV5 n'ont pas, dans leur majorité, 20 à 30 ans. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être altruiste et positif et inspirant à 40 ou 45. C'est nos âges respectifs à nous. Par contre, on se rend compte que c'est quand même pas une génération qui est très enclin à rester sur son smartphone ou sur un ordinateur et à partager des contenus, liker, commenter. Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a d'autres réflexes à cette période de la vie. Donc nous, on veut viser les 20-30 ans et les RP ne nous permettent pas de viser
des choses. Ça nous a quand même néanmoins permis d'aller jusqu'à une dizaine de milliers de membres et un peu plus si on compte ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et à ce stade-là, pour nous, ça suffit parce que c'est un laboratoire. On n'a pas cherché la croissance à tout prix, on a cherché surtout à s'appuyer sur ceux qui étaient les premiers membres pour comprendre qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas. Voilà, on parle de fidélisation, c'était dans ta question. Qu'est-ce qui fait que certains restent, que d'autres s'en vont assez vite? Quels sont les mécanismes qui feraient que si on était 3, 4 fois ou 100 fois plus nombreux, on aurait ces plus de pourcentage de gens qui restent ou pas? Et donc c'est là où on a beaucoup interrogé, on a fait beaucoup de workshops, d'ateliers en visio avec des bénévoles ou avec des membres. On a écrit au début à peut-être les 1000 ou 2000 premiers membres, on leur a écrit personnellement chacun en leur demandant pourquoi ils nous connaissaient, qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient venus. Bref, vraiment plutôt du qualitatif que du quantitatif pour essayer de comprendre. Ça nous a fait évoluer, on a fait une nouvelle version sur altrui.com avec des nouvelles fonctionnalités. On a beaucoup plus intégré les associations dans ces versions-là parce que c'était une demande. On a un magnifique partenariat avec jeveuxaider.gouv.fr qui n'était pas dans le concept de départ parce que les gens ont dit très légitimement c'est bien beau votre truc, ça nous permet de partager, mais après nous on est frustrés, ça y est on a partagé mais on voudrait faire plus. Le partenariat avec Je veux aider nous permet en quelques clics de s'engager dans des missions de bénévolat depuis chez soi ou près de chez soi en présentiel, en tout cas en France pour l'instant, et donc d'aller dans l'étape d'après. Si j'ai été inspiré par un contenu qui m'a plu, si je veux aider une association ou une ONG qui est dans cette cause-là, je peux le faire en quelques clics. Tout ça n'existait pas au début. Alors, ça fait moins d'un an qu'on existe. On aimerait tous que ça aille plus vite. On aimerait tous être qu'on soit des centaines de milliers et pas juste des milliers ou 10, 12 000. Mais peu importe, c'est pas, à ce stade-là, c'est pas important. Ce qui est enclenché depuis peu, c'est les opérations d'influence marketing pour contrebalancer ce côté presse qui touche plutôt les plus âgés. L'influence marketing, on sait, ça touche plutôt les plus jeunes, donc les moins de 30 ans, on va dire. Et là, on a des personnalités ou des célébrités qui gracieusement, parce qu'on est une association sans but lucratif et qu'on est peut-être un peu utopiste, on y revient, nous disent c'est pourquoi pas, votre truc il a l'air quand même assez sincère, assez original, on va prêter notre voix. Donc on a des vidéos de personnalités qui disent pourquoi l'altruisme c'est important et pourquoi l'altruisme peut être quelque chose de positif et qui vont le relayer ou qui l'ont déjà relayé sur leur propre réseau. Donc là on touche leur communauté, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Ça fait pas toujours 100% de membres, mais ça fait des membres en plus. Et les derniers points, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Alors on n'est pas encore très bon, pour être honnête, sur la façon dont on le met en scène et on le viralise par les outils. On compte beaucoup sur un bouche-à-oreille plutôt naturel où les gens en parlent autour d'eux, mais on va y travailler, c'est la prochaine étape pour faire en sorte qu'un membre, entre guillemets, s'engage à aller en chercher un deuxième. Et souvent quand vous êtes touché par la cause, et je finis là-dessus, mais je laisse la parole à Yves qui trépigne de compléter la réponse, quand on est touché par cette notion d'altruisme et d'associatif et de sans but lucratif, c'est très fort probable qu'en général dans son entourage on a d'autres personnes qui nous ressemblent, donc on compte sur eux pour aller en parler. Ouais, c'est vrai que pour créer cette dynamique collective positive, on a nos cercles d'amis, nos contacts, nos voisins, et ça a été les premières personnes qui ont été dithyrambiques au départ sur l'application. On les a fait rentrer sur l'application. Le but après, c'est de les fidéliser et qu'ils l'utilisent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 8000 articles publiés qui sont très enrichissants, qui sont actualisés, qui sont partagés, qui sont likés, qui sont commentés depuis la nouvelle version web. Mais on voudrait aller au-delà de ça. C'est vrai qu'on a 3 end-users, de clients end-users. On a au départ les personnalités comme nous, individuelles. On a les associations qui peuvent se mettre en avant. Et on a les entreprises qui veulent mettre en avant des opérations de mécénat ou des opérations de but non lucratif ou d'aide pour d'autres engagements pour des missions diverses et variées. Et ça, c'est la nouvelle fonction qui permet aussi de permettre à des bénévoles de s'engager pour une association ou pour une entreprise, pour donner du temps. Et chaque personne a du temps. Et au Québec, je pense que c'est monnaie courante. Et c'est important de mettre en avant quand on donne du temps et quand on est bénévole. En France, on le met un peu moins en avant. C'est pas sur les CV, c'est pas sur LinkedIn. Et je pense que c'est peut-être aussi un changement de paradigme par rapport à ça pour le côté européen. C'est vrai qu'on a cette double culture et c'est assez intéressant. Et je pense dans un autre interview, il y avait quelqu'un qui parlait justement des enchères, des encans, des donations qu'on pouvait être très discret en Europe, et aux États-Unis c'est à peu près, on se lève et on dit ok, moi je mets au-dessus. Et je pense que c'est un mélange des deux, et le fait d'avoir altrui, ma satisfaction serait qu'on puisse quand même avoir des membres très engagés, des personnes qui sont mis en avant parce qu'ils ont énormément d'articles, des personnes qu'on pourrait suivre parce qu'ils seront les leaders d'altrui de demain, et ça ce serait une belle satisfaction. Tu as tout dit Jérémy par rapport à ça, mais je pense que la nouvelle fonctionnalité avec ces 3 clients finaux
si on parle un peu marketing et business, même si on est une association à but non lucratif, c'est vraiment la cible pour les fonctionnalités du futur d'Altrui. Vous avez mis en place aussi un système de gamification, est-ce que ça fonctionne ? Alors, on a beaucoup d'ambition là-dessus, ça fonctionne, on a des badges, on a des points, on a des recommandations. Je pense que ça fonctionne plus pour les jeunes générations, parce qu'on en parle souvent en disant tiens, aujourd'hui je suis fleuve, pourquoi la semaine dernière j'étais goutte d'eau ? En fait, c'est vrai que ça tourne régulièrement en fonction du nombre d'articles qu'on partage, etc. Donc ça contribue. Alors, est-ce que c'est altruiste de mettre une notation et donner un badge ? C'est plus une gamification gentille qu'on voulait mettre en place. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça. Ça les amuse et ils sont. Alors, à nouveau, on a des particularités, c'est-à-dire qu'on peut monter de niveau facilement, mais aussi on descend. Quand on perd en activité, on peut perdre ses badges, on peut perdre ses niveaux. Donc, on va de goutte d'eau à océan, mais si vous n'êtes plus actif pendant un certain temps, vous redescendez à rivière, ruisseau. Et donc, il y a des gens que ça frustre et que ça vexe et disent non, mais moi, je veux rester océan, je veux redevenir actif sur Altrui. C'est amusant ce qu'on voit. Donc, ça plaît à certaines personnes. Et puis, ceux qui s'en fichent, ils s'en fichent, mais ils ne trouvent pas ça négatif non plus. C'est juste qu'ils ne regardent pas. Et donc ça fait pas de mal. Donc on l'a mis. L'idée derrière, c'était un peu la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans le côté moralisateur, donneur de leçons. Absolument, il faut être altruiste, il faut partager. On voulait aussi qu'il y ait un côté un peu ludique. Alors ça commence par cette notion de badge et puis un peu joli et des points qu'on peut gagner. Si ça suffit pour rendre l'aspect ludique, tant mieux. Probablement qu'il faudra qu'on fasse un peu mieux à un moment donné dans une prochaine version, mais il fallait bien se lancer sur quelque chose. Donc voilà, on va dire que c'était un début. Il y a des évolutions toujours possibles parce qu'au support actuellement, on nous demande si on met plus de commentaires sur les articles, est-ce qu'on peut gagner des points pour les badges, et on n'avait pas encore imaginé ça, donc comme quoi on doit tout le temps faire évoluer le modèle et on est vraiment une start-up par rapport à ça, donc c'est ça qui est passionnant. Et toi, tu es quoi ? Tu es quel badge ? Moi, je suis ruisseau, je crois. Pas mal. J'ai pas encore été très hyperactive sur la plateforme. J'ai dû partager peut-être 4 de mes podcasts. Mais c'est important parce que on peut partager les podcasts, les articles éclairants, les vidéos YouTube, tu peux partager tout type de médias. Ça qui est intéressant. J'ai essayé de l'intégrer dans ma routine, diffusion de contenu. Effectivement, il faudrait que je rattrape mon retard, mais ça pourrait être à l'avenir des blogs, toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que c'est dans un monde hyper connecté où on doit être présent partout, être vu de tous. C'est vrai que ça, en tout cas dans la position créateur de contenu, ça ajoute une strate supplémentaire. Oui, mais on le sait, hein. D'ailleurs on fait le reproche de ça, c'est qu'on s'appuie sur le digital qui est évidemment très sollicitant. On est tous sollicités par beaucoup de notifications et autres, et on rajoute une couche en disant en plus il faut qu'on aille sur Altrui pour faire des choses positives. Et à la fois c'est vrai, mais à la fois il y a quand même énormément de gens qui sont sur les réseaux aujourd'hui, et donc on veut aller les chercher là où ils sont. Sur le digital, c'est un point qu'on a peu évoqué, mais nous on considère qu'il y a énormément de choses à faire en philanthropie, en associatif, en action positive au sens large, à travers le digital. Et on n'avait pas trouvé notre compte. On l'a pas évoqué dans les raisons d'atelier de lancement au départ, mais il y a des associations qui s'appuient sur le digital, mais des associations purement digitales qui promeuvent un digital plus positif, plus inspirant. Il n'y en a pas tant que ça, et on voulait nous œuvrer dans cette œuvre-là. Alors c'est vrai qu'au début ça rajoute un réflexe de plus. Ouais. Il faudra peut-être en enlever d'autres, des réflexes moins intéressants. J'allais y venir parce que mon reach est quand même plus important sur Altrui que sur Facebook par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour dire à mes auditeurs que je vais abandonner cette plateforme où le reach organique est définitivement mort. Donc je préfère effectivement me concentrer peut-être plus sur une plateforme comme Altrui que sur Facebook où ça semble être un désert, quoi. Enfin, je veux dire, à moins qu'une majorité silencieuse voit mon contenu et ne commente pas, ne like pas. Mais c'est vrai que je pense on parlait des générations tout à l'heure, sans faire dans la caricature, mais c'est vrai que Facebook est taxé maintenant comme un réseau social de boomers. Je pense que les jeunes ont effectivement déserté un peu Facebook pour aller sur TikTok, sur Instagram et prochainement sur Altrui, on vous le souhaite. Mais effectivement, il y a un tri à faire, et je pense qu'on est peut-être rendu là, à l'ère des réseaux sociaux, à faire son tri finalement. Et alors, sachant qu'on n'a rien contre Facebook, ni Twitter, ni Instagram, évidemment, nous on n'est pas contre ces gens-là. On a juste un discours qui est de dire c'est comme faire ses courses dans un magasin généraliste, vous allez trouver de tout. Et nous, on est un peu un magasin spécialisé, on va trouver que nos contenus spécialisés sur le positif et l'inspirant. Évidemment, on sera toujours plus petit, toujours plus de niche, mais c'est un complément. Il faut le voir sur un complément, et c'est notre positionnement aussi de la plateforme. Vous avez injecté $750 000 dans ce projet comme mise de fonds.
Vous faites appel aux dons pour financer le développement de la plateforme. Si le projet ne fonctionne pas, tout cet argent, donc le vôtre et celui de vos soutiens, passera par perte et profit. Pas complètement si on tient compte des réductions d'impôts, mais bon, tout de même. Psychologiquement, c'est dur quand même de se dire que sa contribution peut essaimer autant qu'elle peut se volatiliser. Enfin, vous aviez beaucoup d'autres alternatives pour faire votre part, comme par exemple financer le journalisme de solutions ou le journalisme à but non lucratif. Pourquoi avoir malgré tout choisi le risque d'échouer ? Est-ce que c'est votre côté un peu entrepreneur dans l'âme ? Je pense qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais quand même, qu'est-ce qui vous a fait tendre vers ce choix de plateforme plutôt que d'aider des structures déjà existantes ? Je pense qu'on a eu cette discussion un peu cette semaine aussi avec Jérémy. Investir dans le Digital for Good, c'est un angle intéressant pour nous parce qu'on aurait pu faire, en effet, multiplier les donations dans des œuvres qui nous tiennent à cœur depuis le début, parce qu'on a tous les deux vendu notre société, parce qu'on est confortable, on a la chance d'avoir entre guillemets réussi. Mais aujourd'hui, on peut aller plus loin en étant nous-mêmes le média et l'IGFON de partager ces bonnes nouvelles. Donc quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais quand on investit dans une société sans vouloir récupérer l'argent qu'on a investi, quelque part c'est aussi un don que l'on fait nous-mêmes à notre propre plateforme. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de don sur Altrui, parce qu'on vient de lancer, on va lancer là en septembre une véritable opération de promesse de don, que ce soit pour les grands groupes ou les associations, et derrière essayer d'aller plus loin pour faire parler d'Altrui et faire connaître ces opérations-là. On sait exactement ce qu'on veut faire avec ces dons, on sait exactement l'équipe au niveau ressources humaines que l'on pourrait maintenir aujourd'hui. Il y a 20 bénévoles qui sont avec nous, on a 25 ambassadeurs, on a une community manager, on a 2 stagiaires, une VIE qui va arriver, et nous 2, en plus de travail que l'on fait à côté. Donc on se démène, on compte pas, et surtout Jérémy le soir, le week-end et pendant les vacances, mais voilà, c'est quelque chose qu'on voulait faire, qui était important pour nous. $750,000, ça paraît beaucoup, mais en même temps on peut tenir un long moment avec les équipes, mais il faut faire financer toutes ces initiatives, toutes ces opérations. Donc finalement, ce serait une déception, oui, mais on est là pour réussir, on n'a pas l'habitude de baisser les bras, donc on sait qu'on va y arriver, et on sait que les KPI que l'on s'est fixés au départ, c'était 1 million d'utilisateurs. Quand on dit qu'on est entre 10 et 15 000, on est un peu loin, mais on sait qu'il y aura certainement des opérations, des personnes qui vont parler de nous, des réseaux, des radios. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a eu un média et une opération, c'est monté en pic. Une fois, quand on a eu la presse ici au Québec, il y a eu 2500 altruistes qui sont connectés en 2 jours, et on se demandait d'où ça venait, parce que l'article était publié le matin, et il neigeait beaucoup, et les gens lisaient la presse. Le magazine La Presse. Donc on sait que toutes ces opérations vont faire quelque chose. J'entends, je pense que dans le générique, il y a Edouard Baird qui parle. Moi je suis assez fan et on essaye d'écrire comme ça toutes les semaines, on se donne des targets, des personnes à qui, tiens, il faudrait que tu utilises Altrui, mais au fur et à mesure, ça va payer. On sait qu'il faut du temps. Et là, on est en pleine montée d'acquisition au niveau marketing avant de cross the chasm, d'atteindre la maturité pour aller plus loin. Donc c'est pas un problème de ne pas se récupérer l'argent qu'on a versé, c'est peut-être pas le but, c'est pas le but du tout, ça le fera jamais. Mais aujourd'hui, si on arrive à faire vivre derrière avec les dons une équipe et des opérations et faire connaître le réseau pour qu'ils vivent et qu'ils soient alimentés, on aura vraiment réussi quelque chose. Il faut revenir à l'origine du projet. Yves et moi, on est dans une situation où on voulait être utile, avoir une vie qui fait du sens, comme ça se dit très fréquemment. Et le constat qu'on a rapidement fait, chacun un peu séparément, c'est qu'on pouvait être un de plus à aider une association de plus. Imaginons même que j'arrive à donner 100% de mon temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais à une cause, ça serait qu'un bonhomme de plus qui se mêle à des millions d'autres. Et on n'est pas sûr que ça aurait énormément d'impact en plus. C'est vrai que c'est facile de faire des dons, c'est facile de s'acheter une belle image de philanthrope en disant voilà, maintenant je suis donateur pour tel ou tel, et puis se cacher derrière ça, mais c'est pas ce qu'on voulait nous. Et on voulait avoir un impact. Et le constat qu'on a pu faire, c'est de se dire que, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, si on arrivait à faire en sorte d'être plus nombreux à être actifs, d'avoir plus de bénévoles, il y a tellement de causes qui ont besoin d'être aidées, il y aurait plus de gens pour aider toutes ces causes. Et donc, avoir un effet de levier, comme on dirait en finance, plutôt qu'avoir une personne ou 2 avec Yves qui s'investissent, ça serait nous 2, on a réussi à avoir 1% de plus d'1 million de personnes. Faites les maths, ça fait beaucoup plus de temps plein, on va dire, et de temps passé à du bénévolat. Alors, bien sûr, c'est un peu réducteur de parler comme ça, c'est pas aussi mathématique que ça, mais l'esprit, l'idée, c'est ça. C'est comment faire en sorte que notre énergie à nous soit démultipliée pour aller chercher de l'énergie de plein d'autres gens qui ensuite va s'investir ou être investi dans n'importe quelle autre cause tant que c'est une bonne cause. Donc ça a été le point de départ. C'est sûr que ça demande d'inventer quelque chose qui n'existait pas, que ça peut se perdre. Si on le perd, sincèrement, c'est moins gênant maintenant
maintenant que quand on est entrepreneur, on met de l'argent et on a la pression de gagner sa vie et on peut le perdre aussi. Il y a les entreprises qui échouent et on a été tous, Yves et moi compris, à deux doigts d'échouer et de faire faillite plein de fois dans notre expérience professionnelle. Et puis on se rend compte que finalement la frontière entre le succès et l'échec, elle est assez fine, donc ça permet de relativiser les choses. Là, il n'y aura pas mort d'homme. Nous, si on perd cet argent-là, nos enfants font quand même des études, il y aura toujours un toit sur notre tête et ils auront tous à manger. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est moins stressant. Par contre, c'est pas suffisant. C'est vrai, quand on cite cette somme-là, ça peut paraître beaucoup. Néanmoins, pour lancer un réseau social, ça sert pas à rien, mais c'est pas suffisant. Ça sert à lancer une application, un site web, ça sert pas à la faire connaître. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de se dire, Yves et moi, on a montré qu'on arrivait jusqu'à un certain stade avec nos propres moyens par nous-mêmes avant d'aller solliciter la générosité des autres. On a commencé par nous-mêmes et on dit voilà, regardez ce qu'on a réussi à faire juste par nous-mêmes. Et maintenant, on va aller solliciter, on est en cours de sollicitation de mécènes et de sponsors pour dire si vous nous aidez, si vous contribuez vous aussi, regardez, on peut aller 2, 3, 4, 10 fois plus loin. Parce qu'on a fait nos preuves, on a déjà montré qu'on arrivait à faire les premiers pas du long chemin. Donc l'état d'esprit, il est là. Si on échoue, on trouvera d'autres choses à faire pour toujours dans cette même cause-là. Mais c'est pas trop les questions qu'on se pose en fait, pour être réaliste. Et plus on avance, plus on a des personnes comme ça qui nous encouragent, qui nous appuient, qui nous donnent des tips pour rencontrer des gens. On a été beaucoup accompagnés au départ par Arnaud de Saint-Simon, je pense qu'on peut le citer, le directeur de Psychologie Magazine. Et c'est vrai qu'il nous a fait rencontrer plein de monde. Et au fur et à mesure qu'on en parle à une personne en parle. Et c'est le bouche à oreille qui a fait foi depuis le début. Sur le dernier trimestre, je pense qu'on va accélérer pour montrer où on en est et ce qu'on peut faire maintenant si on a des donations pour faire vivre une équipe et maintenir l'altruisme en continu encore jusqu'au 1000e jour où on fera un choix. Mais c'est vraie question, l'altruisme efficace. Avec cette somme-là, on aurait pu construire tant de puits en Afrique, sauver tant de personnes en faisant des vaccins, tant de repas au Resto du Cœur, peu importe. Il y a des métriques qui existent pour ces sommes-là. C'est vrai. Et donc si ça donne une responsabilité, parce que si on fait rien nous d'altrui, c'est de l'argent qui aurait été perdu. Mais à la fois on se dit que si ça marche, c'est pour faire beaucoup plus de repas indirectement, beaucoup plus de puits, beaucoup plus de vies sauvées que si on l'avait ça. Donc on est comme une logique d'investisseur, sauf que c'est pas de l'investissement financier. Si on met cet argent-là dans un service qui, s'il fonctionne, devrait pouvoir générer beaucoup plus d'heures de bénévolat et de dons que s'il n'existait pas. Tout le pari, il est là. Vous avez pensé à lâcher un petit coup de fil à Alexandre Mars ? Mais je connais très bien Alexandre. On en a parlé longuement, lui et moi, d'altrui. Il a été très honnête sur ce qu'il trouvait de bien et ce qu'il trouvait de plus challenging. Et on a évoqué tous ces challenges ensemble, donc il n'y a aucun débat là-dessus. Vous voyez, donc c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Parce qu'on a des parcours un peu similaires d'école et autres. Je le connais depuis l'an 2000, Alexandre. J'ai suivi son parcours et moi je trouve ce qu'il fait est fantastique. Donc c'est à titre personnel une source d'inspiration. Voilà, donc j'aurais rêvé qu'il soit un parrain d'altrui. Et lui nous a dit, mais c'était plutôt un bon réflexe. Débrouillez-vous d'abord vous-même et puis après on verra. On suit son conseil, on est en train de se débrouiller. Alors vous faites vos preuves voilà. D'abord. Vous vous êtes donné 1000 jours pour avoir un impact. À 333 jours de la fin, très précisément, vous avez prévu de faire le point avec votre communauté d'utilisateurs pour voir si vous poursuiviez le projet ou non. Il ressemblerait à quoi les différents scénarios possibles ? Si ça marche, donc vous allez chercher des bailleurs de fonds. Bon, là, c'est quelque chose que vous allez entreprendre de façon imminente, mais c'est quelque chose que vous allez pousser. Versus si ça marche pas, Altrui va juste rejoindre le cimetière du web ou Ouais, c'est à peu près ça. Et puis il y a toutes les options possibles. C'est sûr que on va vite éluder le si ça marche pas. Ouais. On arrête tout et puis on aura essayé. Il y aura peut-être eu quelques effets positifs secondaires qui se seront faits, mais on s'en satisfera pas. On aura tenté, comme on aurait pu échouer une start-up et on en retentera une autre après. Si ça marche, sky is the limit. Là, on n'est que francophone. On peut imaginer devenir anglophone, hispanophone, tenter plein d'autres choses. On a aussi la frustration de n'être que digital, même si à nouveau c'est notre positionnement. Mais les ponts entre le présentiel et le digital seraient importants et créer plus d'antennes locales avec des gens qui se réuniraient, ça serait merveilleux pour nous. C'est un autre challenge, c'est d'autres moyens, c'est une autre organisation aussi, donc qui pourrait être une sorte de V2. Et autre
et au milieu, il y a tout un tas de choses. On a, peut-être qu'il faudra le détailler, mais il est un peu évoqué aussi déjà, c'est que Altrui, c'est aujourd'hui un réseau social, c'est aussi une marque. C'est une marque qui promeut les valeurs de l'altruisme, et que cette marque-là, ce territoire de marque, là je parle vraiment de langage marketing, il peut être autre chose qu'un réseau social, et tout en ayant un impact positif. Et donc on peut très bien à un moment imaginer que le réseau social ne fonctionne pas plus que ça, ou vivote, ou ait un côté code de sympathie auprès de milliers, quelques dizaines de milliers de personnes, pas plus, mais que la marque, elle, ait réussi à faire des choses très positives, ponctuelles ou récurrentes, dans d'autres domaines. Et on a plein d'idées actuellement, c'est plus que des idées, parce qu'on travaille avec des acteurs pour monter ce type de choses-là. C'est probablement un peu prématuré pour en parler, mais si ce n'est de dire que voilà, on est conscient que c'est une des possibilités comme réseau social que ce réseau social fonctionne, mais Altrui, ça peut aussi devenir quelque chose d'autre. Tant que ça permet de créer des vocations de bénévoles, le why dont on parlait au début, la raison d'être sera respectée, et ça nous conviendra. Ouais, tout projet a une limite, donc 1000 jours, c'était dès le début, on a fixé ça. Beaucoup de journalistes nous ont posé la question, et voilà, on doit respecter cette date-là par rapport à l'engagement qu'on a pris avec les altruistes qui nous suivent, mais pour autant, je suis sûr qu'il y aura d'autres dérivés, d'autres projets, et qu'on atteindra nos objectifs. Après, je pense qu'on n'a jamais baissé les bras sur des projets, donc on va jusqu'au bout et on va essayer d'atteindre les KPI qu'on s'est fixés, et surtout créer un mouvement, c'est ça qui est important. C'est que les personnes soient engagées et publient des articles, et beaucoup demandent par contre à se voir en physique, et de plus en plus, donc je suis sûr que ce salon des altruistes aura lieu avant la fin, ou peut-être on verra ce qu'on va faire 333 jours avant la fin. C'est pas les idées qui manquent en tout cas. Voilà. Je vois ça. En tout cas, vous faites beaucoup de teasing, j'ai bien hâte de connaître la suite de vos idées. En décembre, ça fera 1 an que vous avez lancé ce projet. Quel premier bilan vous pouvez nous partager concrètement d'un point de vue statistique, chiffres On va pas faire de bullshit, moi j'aurais rêvé que ça aille 3 fois plus vite, 10 fois plus haut et plus loin, mais c'est ce que c'est. Le temps du monde associatif est pas le même que le temps du monde entrepreneurial, et j'ai l'honnêteté de l'admettre et de l'avoir découvert finalement récemment. Quand on est dans le monde entrepreneurial, on se rend compte que les choses peuvent arriver beaucoup plus vite. Mais c'est pas grave, le chemin est par contre beaucoup plus passionnant, donc il est plus lent, et l'éloge de la lenteur on peut la faire aussi. Donc c'est aujourd'hui on est à 10 000 membres, un peu plus, peu importe finalement le chiffre en fait, parce que le chiffre on s'en fiche un peu aujourd'hui, c'est pas l'important, c'est un KPI parmi d'autres, mais on pourrait creuser, dire on pourrait se vanter d'avoir, même si c'était 100 000 ou 1 million de membres, finalement qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est, parce qu'on parlerait d'étapes d'après, c'est des membres actifs, pas actifs, puis actifs c'est quoi d'abord? C'est quelqu'un qui vient une fois par mois, ça c'est la définition classique d'un réseau social, mais une fois par mois si c'est juste pour lire du contenu, nous c'est pas que ça nous intéresse pas, mais ça a quand même beaucoup moins d'impact que quelqu'un qui vient peut-être moins souvent, mais qui quand il vient partage 10 trucs et relaye, modère, enfin voilà, il y a beaucoup plus une activité plus forte au sein de sa session d'activité, et en fait on peut toujours relayer, descendre un petit peu plus bas comme ça dans les strates, et c'est sans fin. Donc on vient tous les deux du monde de l'entreprise, on sait ce que sont des KPI, de suivre tous ces KPI tous les mois. On a voulu s'en affranchir là. Là on avance, on voit combien de gens sont prêts à nous rejoindre, ceux qui viennent et qui repartent au bout de quelques jours, merci d'avoir ouvert la porte, désolé qu'on vous ait pas plu, mais attendez, on n'a pas dit notre dernier mot, peut-être qu'on saura vous rattraper un peu plus tard avec d'autres fonctionnalités. Et puis ceux qui viennent et qui restent et qui ont envie d'aller encore un peu plus loin avec nous, ils sont les bienvenus, et on construit tout ça ensemble. Donc les KPI, on se refuse à faire un bilan dessus. Tant mieux, on a ce luxe de pouvoir ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, mais il ne faut pas forcément le chiffrer. Néanmoins, en plus sur la partie quali, puis Yves, je te laisse compléter, il y a eu des rencontres incroyables, il y a eu des choses qui sont passées qu'on n'avait même pas anticipées, qu'on n'avait pas imaginées même quand on s'est lancé en décembre, et donc on se dit qu'on a hâte de continuer les mois prochains, parce que le parcours est beau, et on ne sait pas nous-mêmes où ça va nous mener, et quand je dis nous, c'est pas Yves, moi c'est la communauté Altrui. Alors est-ce qu'elle va aller très loin, pas loin ou pas, mais en tout cas il se passe des choses tous les jours, c'est pas toujours très visible et spectaculaire pour tout le monde, mais il se passe des choses tous les jours, ça c'est déjà incroyable. Donc les gens qui sont généreux, altruistes, positifs, qui ont envie d'agir, il y en a plein, parce que nous on en croise tous les jours. Maintenant notre challenge, c'est comment on fait pour essayer de les fédérer derrière cette bannière généraliste de l'altruisme, qui est le point commun finalement de tous les gens qui font du bien, parce que quelle que soit la cause, il y a de l'altruisme derrière, et on veut rassembler ces gens-là pour voir où ça peut nous mener. On n'est qu'au début du chemin.
Voilà, pour répondre vite à la question, on aurait espéré que ça soit plus rapide, mais on avance et c'est déjà pas mal. On n'est pas altruiste, on le devient, et on a plein de commentaires et d'appels, de belles histoires à raconter. Et les rencontres, c'est vrai que ça a commencé avec Mathieu Ricard qui a dit ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser une trace de quelque chose que j'imaginais faire. Donc c'est génial pour moi, même s'il a toute une communauté derrière qui défend aussi son image. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges et on a eu son adoubement au départ. Puis après, toutes les rencontres avec toutes ces personnes, mais c'est incroyable. Moi, c'était pas forcément mon univers au départ. Je me suis pris des grosses claques. Ça me fait du bien de rencontrer toutes ces personnes avec des expériences, des engagements. On parlait d'Alexandre Mars, mais Tristan Lecomte, enfin, toutes les personnes qui ont des médias comme Flavie sur Care News, enfin, toutes ces histoires, toutes ces entreprises qui se créent, toutes ces associations, c'est dément, c'est vraiment incroyable et c'est inspirant. Et si on arrive à faire pareil, à communiquer le même engouement avec des personnes qui nous suivent sur des associations ou des personnes plus modestes qui font des choses incroyables et qu'on leur trouve des moyens ou qu'on leur trouve des relations. Moi, je suis un passionné des relations interpersonnelles entre les personnes et je suis persuadé que la somme des personnes qu'on rencontre nous permet d'aller plus loin et nous enrichit et on est capable de mettre en relation, enfin, Jérémy le sait, j'aime bien mettre en relation les personnes parce qu'il y a toujours des choses, des histoires à raconter derrière. Je suis sûr qu'il y aura des choses derrière notre rencontre aussi à faire et des choses qu'on va partager qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et c'est ça notre KPI. Alors en effet, on a 40 bénévoles qui nous suivent et qui nous alimentent tous les jours et qui nous donnent des boîtes à idées avec des évolutions de l'application. Si on voulait, on n'arrêterait jamais, sauf que là, on a bloqué quand même l'application et l'évolution de la plateforme web. Mais on peut aller encore plus loin et c'est encore plus loin qui vont arriver et je pense qu'il faut aller chercher des médias pour faire parler de nous et c'est ça qui va nous permettre de nous faire connaître et de réussir notre mission du mimétisme social. Voilà, on y croit fortement. Le bilan, finalement, si je prends une métaphore, parce que j'aime bien celle-là, c'est Yves et moi, on a réussi avec tous ceux qui nous ont aidés à construire une boîte de nuit. Elle est flambant neuve, enfin elle a que quelques mois. De l'extérieur c'est joli, quand on rentre dedans la déco est plutôt pas mal, la musique est assez bonne. Le seul détail c'est qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui dansent et c'est pas assez pour une boîte de nuit. Et il en faudrait beaucoup plus pour que ça soit vraiment une superbe ambiance. Mais elle existe, elle est là, et on s'est mis en ordre de marche pour que l'étincelle arrive. Alors on pourrait parler de miracle aussi, puisque comme on est sans but lucratif, sans moyens, il faudra à un moment un miracle, mais que ça peut venir d'un influenceur, ça peut venir d'un coup RP, ça pourra venir de n'importe quoi, une rencontre qui fait qu'à un moment donné, les gens vont s'en emparer et venir en masse dans cette boîte. Ceux qui la connaissent, qui ont trouvé l'adresse, sont plutôt contents, même s'il y en a qui repartent parce qu'ils disent il n'y a pas assez d'ambiance, vous n'êtes pas assez nombreux. Mais un jour ça marchera. Et puis si ça ne fonctionne pas, bah tant pis, mais on n'est pas si loin. En tout cas, on essaye de faire en sorte que si le petit miracle se produise, tous les ingrédients soient déjà là pour que ça prenne. Mais bientôt vous allez faire venir David Guetta. Ah bah pourquoi pas. Allez, ça va réussir. L'appel est lancé. Il a fait une levée de fonds aussi pendant la Covid. Il a fait des concerts caritatifs, des lives pendant des heures. C'est vrai. Donc, il y a un truc, c'est une métaphore, elle sera complète que quand on aura David Guetta comme ambassadeur. Bon, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour faire un nouveau bilan d'Altrui. Avec plaisir. Alors je vais terminer en vous posant les questions que vous posez à vos utilisateurs altruistes. La première, quelles sont les causes qui vous touchent ? Alors ça, c'est la question vraiment piège. Moi, je vais répondre par une pirouette quand même. Je ne vais pas en citer une, mais ce que j'adore toutes les causes, c'est facile à dire, mais celles qui me touchent le plus, c'est celles qui sont un peu dans l'ombre, celles auxquelles on n'a pas tout en tête. Alors c'est vrai que sauver des enfants, voilà, on peut tous avoir ça, c'est vrai peut-être spontanément ce qu'on a tous envie de dire, surtout quand on en a, ou mais on en a toujours dans son entourage des enfants, puis on l'a été soi-même. Il y a plein de micro-associations qui se lancent sur des micro-choses, ça peut être local ou ça peut être vraiment quelque chose de très particulier. Et moi, ce qui me passionne, c'est ces gens-là qui à un moment donné se disent, mais moi, je vais mettre mon énergie dans cette cause-là que 99% des Français ou des francophones qui nous écoutent n'ont pas en tête, voire ne connaissent pas du tout. C'est qu'est-ce qui fait un moment dans la tête pour qu'on se dise bah non mais moi je veux mettre mon énergie là-dedans, et même si je suis un des rares à m'y consacrer. Donc toutes les petites associations, moi je trouve ça fantastique. C'est pas dire que les grosses sont pas belles, mais elles ont pas besoin de nous finalement pour qu'on parle d'elles. Donc j'ai plutôt envie de donner un coup de chapeau à toutes ces petites assos. C'est pour ça que ces petites associations méritent d'être mises en avant dans Altrui pour se faire connaître et avoir des bénévoles qui pourraient les aider. Ce qui leur manque souvent, dans les sondages, c'est vrai que le monde animal, le bien-être, les insertions des jeunes, l'orientation des jeunes aussi c'est une cause importante, mais l'accueil des migrants aussi c'est quelque chose qui m'a assez bouleversé à l'époque, où beaucoup de talents sont là et cachés et on ne le sait pas et on ne les regarde pas de la même manière. Et je pense que mettre des personnes dans un autre contexte, on les regarderait totalement autrement. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors surtout qu'ici, à Montréal, on est immigrants, donc
on sait ce que c'est, et si on n'a pas la place que l'on a dans une société parce qu'on n'a pas la reconnaissance ou qu'on n'est pas habillé de la même manière, c'est important d'aider ces migrants, notamment en France. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'engage. Faire une parenthèse sur les migrants, parce que c'est vraiment typique de ce qu'est Altrui. Les migrants, c'est un sujet quand même assez sensible, un peu politisé. Beaucoup de gens sont un peu crispés, puis on le voit d'ailleurs dans les sondages, c'est une des dernières causes que les gens ont envie de soutenir, parce qu'on dit on va être envahi par des migrants, alors si on les aide, d'autres vont venir et ça sera sans fin. Sans rentrer dans ces considérations-là, sur Altrui, on voit des récits, alors soit notamment d'associations en général, mais ça peut faire des articles de presse, des témoignages, comment tel gamin de 4 mois était en mer et il a été sauvé par telle autre personne, ou comment tel migrant a ensuite fait telle action. Il y a des récits, en fait on est dans le storytelling de gens concrets, c'est pas les migrants, c'est prénom, nom ou âge de cet individu avec sa photo, et voilà comment lui a vécu cette traversée et son histoire. Et quand on rentre dans l'histoire personnelle, bien racontée d'un individu, c'est comme toute action de storytelling, c'est beaucoup plus concret, ça touche beaucoup plus. Alors ça fait changer ou pas la vie qu'on peut avoir sur les migrants, peu importe, mais en tout cas ça nourrit cet avis qu'on peut avoir avec des choses beaucoup plus concrètes que attention les migrants nous envahissent. Non, là il y a des histoires personnelles derrière, et ça c'est vraiment toute une des vocations d'Altrui, c'est de pouvoir rentrer dans ce storytelling là. Je dis souvent que c'est très compliqué quand on ne fait rien de passer d'un coup à bénévole puis à donateur, mais par le storytelling on fait ces premiers pas qui nous en approchent, parce qu'on rentre dans l'histoire et donc on découvre les causes, on découvre concrètement ce que peuvent faire les associations sur le terrain, et ça peut nous donner envie ensuite de les rejoindre ou de toquer à la porte, pas juste avec un message de dire aidez-nous. Avant de nous on vous raconte d'abord ce qu'on fait avant de nous dire qu'il faut nous aider. Donc c'est cet aspect de migrants, et moi aussi ça m'a touché parce que j'étais pas concerné en premier lieu. Alors, autant je peux avoir des enfants, mais j'ai jamais été confronté à des migrants, j'habite pas sur les côtes et autres. Et quand on lit ces histoires-là, on est plus sensible après quand on entend des histoires de migrants en disant oui, mais là-dedans il y a sûrement des gens qui ont le même vécu que ce qu'on a lu l'article de la semaine passée, et ça nous fait voir ça de façon plus humaniste. Alors, deuxième question, un texte court ou une citation que vous aimez bien? Et je me lance aussi. Alors, je dis un peu de mémoire, mais c'est pas exactement le phrasé qu'il faut, mais c'est de dire quand on naît, il y a beaucoup de sourires autour de nous, on naît du verbe naître, et on est le seul à pleurer. Et fais en sorte que dans ta vie, au dernier moment, quand tu vas mourir, il y a beaucoup de gens qui pleurent et que toi, tu partes avec le sourire. C'est une considération que j'aime bien, je ne sais pas si c'est une citation, mais en tout cas un état d'esprit que j'aime bien, parce que je ne sais pas si je suis à la moitié de ma vie ou pas, ça on le saura pas, mais j'ai 46 ans, mais en tout cas suffisamment âgé pour me dire avoir un petit impact quand même dans sa vie là. Ça serait bien que dans les derniers instants de vie on se dise bon, j'ai le sourire parce que je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été un peu utile, j'ai laissé une petite trace, en tout cas j'ai fait ma part, on va dire, et suffisamment en tout cas pour que des gens me regrettent. Voilà, ça peut être la citation que j'aurais envie de dire aujourd'hui. Moi, peut-être mon côté un peu geek, Star Wars de fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est ce que j'avais envie de te dire tout à l'heure, en disant pourquoi vous avez lancé ça, quelles sont vos attentes. Et ben on l'a fait. Des fois on avance, si on n'avance pas on tombe, donc nous on a fait ce choix-là de le faire, et on ne veut pas essayer, on veut y arriver. Donc c'est plutôt l'abnégation en disant qu'on va y arriver, on fonce. Si je devais citer autre chose qui est souvent cité avec Altrui, c'est que l'égoïste bat l'altruiste au sein d'un groupe, mais les groupes altruistes battent les groupes égoïstes au final. Donc ça c'est une belle citation qu'on a mis dans un dossier de presse et qu'on reprend souvent et auquel je pense souvent par l'effet groupe du réseau social. Et dernière question, une personnalité qui vous inspire? Je prends peut-être la main là-dessus. C'est vrai qu'on a toujours tendance à citer Mathieu Ricard, mais on n'a pas le droit, c'est ça non, aujourd'hui. Non, vous n'avez pas le droit. Donc peut-être dans les ambassadeurs que j'ai rencontrés, je vais prendre une personnalité québécoise qui est Danielle Henkel, qui ne donne pas son image comme ça du jour au lendemain, qui avant de la rencontrer, elle demande qu'on se renseigne un peu sur elle, parce que moi je la connaissais pas avant de la rencontrer. C'est vrai que c'est une personnalité très publique et très médiatique ici au Québec. Et donc j'ai lu son livre, je l'ai écouté, on s'est rencontrés plusieurs fois, et maintenant je salue à chaque fois qu'on se croise dans des assemblées ou dans des colloques, et son parcours, son engagement, que ce soit pour les communautés autochtones, pour les droits de la femme, pour beaucoup de causes, et ne serait-ce que par son image et tout ce qu'elle a vécu, c'est vraiment bluffant, et je suis en admiration devant cette personne par tout ce qu'elle a fait, et de par le fait de nous avoir écouté, donné une chance et d'avoir donné son image pour Altrui dès le début. Il fallait vraiment être visionnaire et nous faire confiance, et c'était pas facile, parce que c'était la première personnalité québécoise à nous aider là-dessus. Et alors, puisqu'on n'a pas le droit de citer Mathieu Ricard, je vais citer celui qui pourrait être son opposé d'un point de vue, si on regarde ça de loin, et que pourtant moi j'admire complètement, c'est Bill Gates.
Alors il y en a un qui vit un peu dans le dénuement au Népal avec peu de moyens, donc c'est Mathieu Ricard, et puis l'autre qui est dans l'opulence, qui est un milliardaire. Et pourtant, il y a les deux, je les admire, et pour deux raisons. D'abord, c'est deux esprits incroyables. Donc, on connaît le profil de Mathieu Ricard, j'arrive à en parler quand même, tu vois. Et c'est un esprit brillant, mais Bill Gates, on le sait, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement brillant et qui a transformé ça ensuite en une entreprise. Et au-delà du fait qu'il est devenu milliardaire, il a eu un parcours entrepreneurial, alors bien évidemment sans commune mesure par rapport à mon modeste parcours à moi, mais en tout cas qui me permet d'être source d'inspiration. Et surtout, c'est ce qu'il en a fait derrière qui est intéressant. Pareil, à chacun son échelle, mais ces milliards-là qu'il ensuite donne à sa fondation avec son épouse pour l'Afrique notamment, et puis toutes les réflexions qu'il peut avoir et les actions concrètes qu'il peut avoir maintenant aujourd'hui sur le climat, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Et donc je vais faire le parallèle entre Mathieu Ricard et Bill Gates, je trouve ça sympathique parce que avec deux parcours qui peuvent être complètement à l'opposé facialement, ils se rejoignent dans l'altruisme qu'ils peuvent avoir tous les deux et mettre leur esprit au sein de au service plutôt de cet altruisme-là. Donc voilà. Effectivement, c'est un peu le grand écart. C'est le grand écart. J'ai essayé de jouer le jeu pour montrer aux gens, faire entendre aux gens qui nous écoutent que ça pouvait y avoir un lien entre les deux. En tout cas, moi, je suis un grand fan. C'est une figure aussi très critiquée, très décriée. Et quand on est dans l'action, on est toujours décrié. Toujours. Mais j'ai pas beaucoup vu de critiques très constructive et étayée. Voilà. Donc je challenge les gens, vous pouvez m'écrire. Si vous n'avez pas Bill Gates, on débattra. En tout cas, moi je l'ai lu, je l'ai entendu. J'ai jamais rencontré, mais je suis assez fan. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être qu'on va épeler le nom de Altrui parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais les auditeurs savent pas forcément comment l'écrire. Donc www.altruwe.org. Je crois que vous avez également une infolettre à laquelle on peut s'inscrire. Tout à fait, mais pour aller sur le réseau social, c'est le altruwe.com. Le org, ça explique toute la démarche d'Altrui, mais il y a un lien directement pour aller sur le .com, qui est le réseau social directement. .com, très bien. Et vous êtes présent également sur les médias sociaux. Bien sûr, à nouveau on n'a rien contre, donc on se sert avec la reach limitée aussi, mais sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn notamment. C'est les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez tous nous trouver facilement et on répond très très vite à tout le monde, donc vous pouvez nous contacter sans souci, Yves et moi. On est toujours ravis au contraire de parler à toute personne qui aurait soit un compliment on prend, soit une critique si elle est constructive on prend encore plus, et les encouragements ça on prend aussi, donc n'hésitez pas. Alors merci beaucoup à tous les deux, merci Jérémy, merci Yves et à très bientôt. Merci à toi Charlène. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.